L'argent sale est devenu un enjeu géopolitique ou géoéconomique par plusieurs biais en fait. D'abord par le fait qu'il traduit des activités illicites, que ce soit des activités criminelles ou pas. Donc il y a des enjeux aussi de sécurité, voire au-delà de la sécurité de défense. Il ne faut pas oublier que l'argent sale est aussi l'un des aspects de financement du terrorisme. L'argent sale est aussi un enjeu géoéconomique parce que les paradis fiscaux, c'est un choix, une stratégie de développement économique, une stratégie d'orientation économique. Dans le cas du Royaume-Uni, par exemple, on ne peut pas véritablement parler de développement économique, qui conduit à une sorte de concurrence fiscale, à essayer d'attirer le plus de capitaux possible. Et dans ce domaine, on est dans des enjeux géopolitiques et géoéconomiques qui sont extrêmement forts. Et puis, au-delà de tout ça, il y a aussi les moyens qui sont engagés aujourd'hui par les États-Unis pour imposer un certain nombre de règles via des traités et via ce qu'on appelle communément, et c'est assez impropre comme appellation, l'extraterritorialité de leur législation, c'est-à-dire les États-Unis qui essayent de faire respecter les engagements internationaux des autres pays, et là qui finalement s'impose au détriment de la souveraineté d'un certain nombre d'autres pays. On le voit en matière de lutte contre la corruption, on le voit également en matière de lutte contre l'évasion fiscale et sur tous les sujets qui concernent de près ou de loin l'argent sale. Le too big to fail a clairement été une source d'impunité. C'est ce qu'on appelle en économie l'aléa moral. C'est-à-dire à un moment donné, le risque de laisser faire faillite à un établissement bancaire devenu systémique, c'est-à-dire un maillon essentiel du système économique, était beaucoup trop fort. On l'a vu avec la faillite de Lehman Brothers qui a failli faire s'effondrer l'ensemble du système économique, l'ensemble de l'économie mondiale et donc tous les grands argentiers de la planète, tous les grands décideurs politiques de la planète, chinois et russes inclus, qui se sont portés au chevet de l'économie américaine pour éviter qu'elle ne s'effondre dans la suite de la faillite de Lehman Brothers. Donc ça c'est un premier élément. C'est un premier élément et c'est certain que ça a fortement joué et que l'argent sale entretient quelque peu ce phénomène. Malgré tout, au-delà de ça, il faut voir qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, non pas pour diminuer le poids et le pouvoir des banques, et encore une fois, les écueils de la lutte contre l'argent sale contribuent finalement à renforcer ce too big to fail et à renforcer le système bancaire tel qu'il était avant la crise de 2008, même s'il y a un certain nombre de règles aujourd'hui, un certain nombre de conventions, un certain nombre de traités, un certain nombre de mesures aussi de régulation qui ont été prises en Europe ou aux États-Unis pour limiter cet aspect systémique des grandes banques. On n'a pas complètement réduit ou éradiqué ce too big to fail. On n'a pas du tout éradiquer l'argent sale, c'est très clair, mais on a pris un certain nombre de mesures qui aujourd'hui limitent la capacité des banques à prendre des risques démesurés comme elles pouvaient le faire avant 2008. La lutte contre les paradis fiscaux, c'est quelque chose qui a commencé à se mettre en place, on va dire, au tournant des années 60. Il ne faut pas oublier que les paradis fiscaux, c'est une pratique qui s'est très largement développée dans les 40 dernières années, mais qui existait déjà dès la fin du Moyen-Âge, avec ce qu'on appelait les havres fiscaux et les ports fiscaux, où c'était des îles qui arrivaient à dealer avec des pirates, on va dire un peu de tranquillité contre rémunération. Donc ça avait un côté très exotique qui a un peu perduré tout au long du XXe siècle, et en fait on s'est rendu compte de la difficulté et surtout des conséquences des paradis fiscaux avec les premières crises économiques et financières qu'on a pu connaître à la fin du XXe siècle. C'est à ce moment-là où les États se sont véritablement saisis du sujet, puisqu'ils ont véritablement compris qu'il y avait là un enjeu non pas seulement politique, mais plus largement géopolitique et même de politique intérieure. Il y a eu un certain nombre d'acteurs qui se sont emparés du sujet. On peut évidemment penser à l'OCDE, on peut aussi penser à l'Union européenne. Un certain nombre de pays ont aussi été très largement en pointe sur ces sujets-là. Le problème, c'est que c'est un sujet, la question des paradis fiscaux est un sujet profondément transnational, et donc du coup, l'action d'un seul pays ou d'un groupe de pays ne peut pas être
parfaite pour arriver à répondre à cette réponse-là. Toutes les démarches qui ont pu être faites jusqu'à présent sont évidemment allées dans le bon sens, mais en étant toujours stoppées par un certain nombre de limites, la limite du système international en tant que tel, à savoir ne pas aller suffisamment loin ou ne pas prendre des sanctions au moment voulu. On peut penser par exemple aux différentes listes qui ont été publiées, et de toutes les tractations qu'il y a pu avoir autour des noms figurant sur cette liste, puisqu'au final ça revenait à pointer du doigt, ostraciser, mettre en avant un pays sur une liste noire à côté d'autres pays, peut-être à la moralité ou à la politique peut-être un peu moins florissante que l'on aurait imaginé. Et donc du coup, il y a toujours en matière d'argent sale et de paradis fiscaux, il y a toujours cette limite qui est extrêmement présente. Et au final, ce qui peut être un gage d'encouragement, c'est la volonté de toujours repousser un peu plus loin les limites de cet exercice et de cette construction avec les différents scandales qu'il y a pu avoir, avec évidemment les Panama Papers, les Paradise Papers, mais bien avant, mais il y en a eu de très nombreux avant, et qui chaque fois ont tendance à toujours un peu plus fragiliser les différentes protections, les différentes excuses qu'on pouvait donner aux paradis fiscaux. Ce qui est intéressant avec la question de la société civile, c'est qu'on l'a vu, et ça s'inscrit vraiment en parallèle des logiques de la lutte contre la corruption, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la lutte contre le terrorisme éventuellement, et de la lutte contre les paradis fiscaux, c'est le constat que les États n'allaient pas forcément suffisamment loin, que les organisations internationales n'allaient pas suffisamment loin, et qu'il y avait un véritable sujet au niveau de la société civile, au niveau des ONG, mais aussi au niveau de toutes les associations qui pouvaient exister, à véritablement se saisir d'un sujet qui les concernait au premier chef et qui était suffisamment politique pour pouvoir être porté à la fois évidemment au niveau national, voire supranational, mais également d'un point de vue très local. Et donc du coup on a vu toute une série d'ONG, notamment se développer, on va dire des plaidoyers, développer une véritable compétence sur ces questions-là, et qui permettent de faire avancer la réflexion, de faire reculer aussi un certain nombre de pratiques pour justement, en justement démontrant soit l'illégalité, l'illégitimité de certaines de ces pratiques. Ce qui est aussi intéressant, c'est la capacité de mobilisation de la société civile sur des questions telles que l'argent sale, la corruption ou les paradis fiscaux, et qui au final arrivent à se combiner avec l'action soit des États, soit des organisations internationales qui jusqu'alors avaient un côté extrêmement politique, extrêmement solennel, mais qui n'arrivaient pas à se retranscrire dans les faits. L'avantage de la société civile et de l'action gouvernementale ou supragouvernementale, c'est justement d'essayer d'arriver à faire avancer à peu près dans le même sens cette lutte contre l'argent sale.